Bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour cette présentation sur le thème de la conciliation travail-famille à l'ère de la COVID-19. Je m'appelle Ève Pouliot et cette présentation a été montée en collaboration avec mes collègues de l'Université du Québec à Chicoutimi, Christiane Bergeron-Leclerc, Daniel Maltais et Jacinthe Dion. Donc, le plan de la présentation, en fait, la présentation d'aujourd'hui va se décliner en trois grandes parties. Tout d'abord, il va être question du contexte théorique, donc qu'est-ce qu'on connaît sur la conciliation travail-famille, avec quelques données aussi qui permettent de documenter la conciliation travail-famille telle qu'elle était avant la pandémie au Québec. Par la suite, on va regarder les effets de la pandémie en lien avec quelques constats d'études qui ont été menés dans ce contexte bien particulier. Je vais plus spécifiquement vous présenter les résultats préliminaires d'une étude que nous avons menée comme équipe de recherche sur les effets de la pandémie sur différents volets de la santé des populations universitaires dans le réseau de l'Université du Québec. Finalement, en conclusion, on va s'intéresser à quelques pistes pour favoriser la conciliation travail-famille en temps de pandémie. Mais d'abord, je vais prendre le temps de me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Ève Pouliot, je suis professeure en travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi. Après des études de premier cycle en droit, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat en travail social. Je suis professeure à l'UQAC depuis 2006 et j'ai eu l'occasion d'enseigner plusieurs cours, mais au cours des dernières années, mais je me suis plus concentrée sur certains cours. Au premier cycle, j'enseigne le cours d'intervention sociale auprès des enfants et des adolescents, de même que le cours de déviance sociale et dépendance. Et aux étudiants de la maîtrise, j'enseigne le cours de méthodologie de la recherche et le cours d'intervention familiale et intervention psychosociale en réseau. Je suis également responsable du comité de pédagogie universitaire à l'UQAC. Au niveau de la recherche, bien, vous allez voir que ce sont un peu les mêmes thématiques qui reviennent. Donc, je suis membre de la chaire de recherche événements traumatiques, santé mentale et résilience, qui est dirigée par ma collègue Danielle Maltais à l'Université du Québec à Chicoutimi. Au sein de cette chaire-là, on s'intéresse depuis plusieurs années aux impacts des catastrophes sur les individus et les communautés. Donc, plus spécifiquement, moi, au cours des dernières années, je me suis intéressée notamment aux impacts de la tragédie de Lac-Mégantic, donc le déraillement de train qui a eu lieu en 2013, sur les jeunes et les adultes. Je suis également chercheure régulière au centre de recherche GEFAR, donc le centre de recherche sur les jeunes et les familles à risque, et chercheure régulière au CRUGEF, donc le centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles. Donc, je m'intéresse aussi beaucoup aux familles, à la jeunesse dans des contextes de vulnérabilité ou d'adversité, de même qu'aux rôles parentaux. Donc, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler plus particulièrement de la conciliation travail-famille en contexte de pandémie. Dans ma vie personnelle, je suis aussi la maman de 3 enfants qui sont âgés de 6, 9 et 14 ans. C'est donc dire que dans toutes les facettes de ma vie, je m'intéresse beaucoup au rôle parental dans le contexte de la pandémie. Donc, d'abord, le contexte théorique. La conciliation travail-famille au Québec, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, notamment, on a Tremblay et Mathieu qui ont beaucoup écrit sur cette question-là et qui nous disent que la politique familiale au Québec, elle a quand même plusieurs avantages et d'ailleurs, le Québec est parfois qualifié par certains auteurs de paradis des familles. Donc, ces avantages-là, on les retrouve notamment en lien avec les CPE qui sont accessibles aux familles à coût relativement peu élevé et aussi les congés parentaux qui sont quand même généreux avec un congé de paternité qui est réservé. Il y a malgré tout des lacunes, donc le soutien est surtout orienté vers les enfants, ce qui fait que les proches aidants, par exemple, peuvent se retrouver un peu moins ou retirer moins d'avantages.
Il y a certaines difficultés de conciliation qui sont bien documentées dans les écrits scientifiques. Donc, on nous dit notamment que ça peut être coûteux, les difficultés de conciliation travail-famille. Ça peut être coûteux pour les employés parce que ça peut entraîner une baisse de motivation, un stress, de l'épuisement professionnel. Mais ça peut également être coûteux pour les entreprises. Donc, ça peut générer une baisse de productivité, de l'absentéisme, une rotation de la main-d'œuvre. On sait que chez les parents qui ont deux enfants ou plus, le fait de pouvoir concilier leur vie familiale et leurs obligations professionnelles, c'est souvent un critère qui va être dominant dans le choix d'un emploi. Alors, quels sont les facteurs qui vont faciliter ou faire obstacle à la conciliation travail-famille? Mais pour s'y intéresser, on va regarder ça sous l'angle du cadre conceptuel de la conciliation travail-famille qui est proposé par la Voix. Donc d'abord, on va voir quels sont les facteurs associés à la conciliation travail-famille, donc des facteurs liés aux parents eux-mêmes, à leurs enfants et à l'environnement familial. On va s'intéresser par la suite à des facteurs qui sont plus spécifiquement liés à l'emploi et à l'environnement de travail. On va également distinguer trois types de conflits et différents niveaux de conflits. Donc d'abord, lorsqu'on parle de type de conflit, on fait la distinction entre les conflits de temps, de tension et de comportement. Et ces conflits-là peuvent être de degrés variables en fonction de l'équilibre qu'on va retrouver entre les rôles professionnels et les rôles familiaux. Finalement, on va voir que la conciliation travail-famille, ou plus spécifiquement le conflit travail-famille, peut avoir des répercussions, tant chez les individus, donc ça peut être des répercussions personnelles, conjugales, familiales, sociales, mais aussi sur le milieu d'emploi en lui-même. Donc, d'abord, les types de conflits travail-famille. Le premier qui est documenté, c'est le conflit de temps. Donc, on parle d'une accumulation de demandes professionnelles et familiales qui vont engendrer une surcharge chez la personne. Donc, il y a une certaine compétition qui va s'installer entre le temps qui est consenti au travail et celui qui est dévolu à la vie familiale versus le temps total dont on dispose là, dans nos journées. Donc, par exemple, le fait de travailler le soir ou la fin de semaine, ben, ça limite le temps qu'on peut utiliser pour faire des activités familiales. Il y a ensuite le conflit de tension. Donc, on parle d'un stress ou d'une tension dans un rôle qui va se répercuter sur les exigences de l'autre rôle. Par exemple, c'est difficile de faire les repas, d'accompagner les enfants dans leurs devoirs, de faire la routine liée au sommeil, si on est très stressé par rapport à notre travail. Finalement, le troisième conflit, c'est le conflit de comportement. Donc, on va parler d'une incompatibilité des qualités et des aptitudes qui sont requises dans différents rôles. Par exemple, dans certains milieux de travail, bien, le comportement compétitif ou hiérarchique, je pense par exemple à l'armée, ça peut être valorisé alors que ça peut entraîner des difficultés lorsqu'on amène ces valeurs-là dans le milieu familial. Bien qu'il y ait ces trois niveaux-là qui existent, ces trois types de conflits-là qui existent, c'est surtout le conflit de temps qui a été le plus étudié et qui fait l'objet de plus de politiques et de mesures. C'est d'ailleurs à celui-ci qu'on va s'intéresser plus spécifiquement aujourd'hui. On parle d'une relation bidirectionnelle lorsque l'on discute de conciliation travail-famille. Donc, pourquoi? Bien, d'abord parce que le travail peut avoir un impact ou des répercussions sur la vie familiale. À ce moment-là, on parle de conflit travail-famille. Mais les responsabilités familiales peuvent aussi interférer avec le travail. À ce moment-là, on parle de conflit famille-travail. Donc, par exemple, si j'ai un enfant qui a un problème de santé, c'est possible que ça nuise à ma concentration au travail. Donc, c'est surtout le premier type de conflit qui est étudié dans la littérature, c'est-à-dire le conflit travail-famille. Donc, on va parler d'équilibre ou de conflit et de différents niveaux de conflit en fonction de l'équilibre entre les responsabilités familiales et professionnelles chez une personne. Il y a certains facteurs qui ont été associés à la conciliation travail-famille dans les écrits scientifiques. Donc, on va les regarder brièvement.
Donc, d'abord, au niveau des parents eux-mêmes, donc de leurs caractéristiques plus personnelles, on sait que le sexe va avoir un impact. Donc, les femmes, généralement, vont vivre davantage de conflits travail-famille que les hommes. Il y a certaines études aussi qui démontrent que les parents qui sont plus jeunes peuvent vivre plus difficilement la conciliation travail-famille. Le lieu de naissance peut jouer également. Donc, le fait, par exemple, d'être immigrant. La scolarité, donc il y a certaines études qui démontrent que le fait d'avoir un niveau de scolarité plus élevé, ça peut engendrer un conflit travail-famille plus grand. La personnalité aussi, puis les valeurs de la personne. Donc, ça peut être associé, par exemple, au niveau de pression qu'on va se mettre dans l'exercice de notre rôle parental. Donc, quelles sont nos attentes en lien avec l'exercice de notre rôle parental et en lien aussi avec notre travail. Au niveau familial, il y a certains facteurs aussi qui ont été identifiés. Donc, par exemple, la structure familiale. Si je suis célibataire et que j'ai à charge des enfants et que je dois assumer les tâches domestiques et liées à l'éducation des enfants seuls, ça peut être plus difficile de concilier le travail et la vie familiale. Même chose si j'ai un plus grand nombre d'enfants et aussi en fonction de l'âge des enfants. Donc, par exemple, il y a certains auteurs qui disent que ça peut être plus difficile de concilier la vie familiale et la vie professionnelle avec des enfants plus jeunes, donc âgés de 0 à 5 ans. Finalement, au niveau des caractéristiques liées à l'emploi, il y a d'autres dimensions qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, le nombre d'heures travaillées, donc plus le nombre d'heures est élevé, plus la conciliation travail-famille va être difficile. Les mesures de conciliation travail-famille également qui sont présentes et disponibles dans le milieu d'emploi. La catégorie socio-professionnelle, donc il y a certaines études qui indiquent que le fait d'être professionnel ou cadre, ça va souvent engendrer un niveau de conflit travail-famille plus élevé. La nature du travail aussi qu'on accomplit, donc lorsqu'on a un travail qui fait en sorte qu'on amène davantage de préoccupations à la maison, ça peut avoir un impact. Et les attitudes, le soutien des supérieurs et des collègues qui peuvent favoriser ou nuire à la conciliation travail-famille. Les conséquences du conflit travail-famille peuvent aussi être nombreuses et toucher différentes dimensions. Donc, on parle de conséquences, par exemple, au niveau de la santé mentale. On va parler de dépression, d'anxiété, de fatigue, de détresse psychologique, par exemple, chez les parents. Au niveau de la santé physique, on parle d'une mauvaise perception de l'état de santé chez ceux qui vont vivre un conflit travail-famille ou de problèmes de santé qui vont être davantage présents. Il y a aussi des impacts au niveau des habitudes de vie. Donc, lorsque j'ai moins de temps à consacrer à mes loisirs ou à moi comme individu, c'est possible que j'ai des moins bonnes habitudes d'alimentation, une consommation d'alcool qui va être plus grande, des difficultés de sommeil ou un manque d'activité physique. Ça peut également entraîner des impacts dans la vie conjugale et familiale, donc par exemple de l'insatisfaction conjugale ou dans notre rôle parental. On peut avoir par exemple un plus faible sentiment d'efficacité parentale. On peut utiliser davantage de pratiques parentales qui vont être qualifiées de coercitives, donc des comportements moins chaleureux avec les enfants, une discipline qui va être plus rigoureuse, le fait de crier par exemple ou d'utiliser la punition corporelle. Et moins d'activités ou de pratiques qui vont être qualifiées de plus positives. La vie sociale peut aussi être impactée. Donc, on peut parler, par exemple, de diminution des activités sociales, étant donné qu'on est très occupé à la fois par notre vie professionnelle et familiale. Et finalement, le milieu de travail. Donc, il peut également y avoir des répercussions à ce niveau-là. Donc, on parle ici d'absentéisme, de retard, de roulement de personnel, de manque d'engagement et de motivation au travail. Il y a une étude qui a été menée au Québec en 2015 et qui permet de mettre de l'avant quelques constats entourant la conciliation travail-famille au Québec. Donc, dans le cadre de cette étude-là, on a utilisé un indicateur de niveau de conflit qui était composé des 5 questions que vous voyez à l'écran.
Donc ici, vous avez les résultats, donc avant la pandémie, à quoi ça ressemblait le niveau de conflit travail-famille au Québec. Donc ici, on avait près de 56% des parents qui n'avaient jamais ou rarement l'impression d'avoir suffisamment de temps libre pour eux. La moitié des parents avaient souvent ou toujours l'impression de courir toute la journée pour faire ce qu'ils avaient à faire. Il y en a un certain nombre, donc 37%, qui estimaient être souvent ou toujours épuisés à l'heure du souper. Près de 30% étaient souvent ou avaient toujours l'impression de ne pas consacrer assez de temps à leurs enfants. Et un peu plus du cinquième des répondants estimaient que les exigences de leur travail se répercutaient sur leur vie familiale. Donc, à l'aide de ces questions-là, ça permettait de créer un indice en 3 niveaux. Donc, on parle d'un conflit faible chez les parents qui n'ont aucune ou une de ces situations-là. Donc, ça représentait dans cette étude-là menée en 2015 46% des parents. On va parler d'un conflit modéré lorsqu'on se retrouve dans 2 ou 3 situations. Donc, ça représentait 35% des parents. Et finalement, de conflit élevé lorsqu'il y a 4 ou 5 situations présentes pour le parent. Donc, on parle ici d'un parent sur 5. Voyons maintenant quels sont les effets de la pandémie sur le rôle parental. Donc, les conséquences de la pandémie sur les familles sont de plus en plus documentées. C'est un domaine de connaissances là, où ça va très vite et les publications augmentent de jour en jour. Donc, on a certaines conséquences qui ont été documentées, par exemple, au niveau des impacts de la pandémie chez les enfants, chez les jeunes. Donc, ce qui revient beaucoup dans les écrits notamment, c'est la perte de repères, de liberté, le sentiment d'impuissance aussi que les jeunes peuvent vivre, le fait qu'ils vont perdre des contacts sociaux, donc l'isolement peut être plus grand, l'arrêt d'activités, de sport, de projets, d'implication. Et certaines difficultés psychosociales. Donc, souvent, ce qui est beaucoup documenté, c'est le stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression, les pensées suicidaires. Chez les adolescents, on documente aussi les habitudes de vie, les problèmes de comportement ou encore l'irritabilité. Mais on sait que chez certains jeunes, ça peut avoir eu aussi des impacts positifs. Donc, par exemple, une pression qui peut être moins ressentie pour la performance chez les jeunes. Au niveau des couples, il peut y avoir aussi différentes répercussions. Donc, on parle de visions qui peuvent être différentes chez les partenaires et qui peuvent engendrer certains conflits. Le fait d'avoir peu d'espace personnel, donc on est toujours ensemble, ça peut amener certaines tensions. La perte de loisirs et d'activités qui vont être faites individuellement. Et l'augmentation des conflits, des séparations et dans certains cas de la violence. Il y a par contre certaines études qui permettent de documenter des effets positifs sur le couple. Donc par exemple un rapprochement ou une augmentation de l'intimité ou de la connexion entre les partenaires. Et finalement, sur le plan familial, on parle de différents impacts aussi. Donc, une routine familiale qui est transformée, des changements dans les responsabilités qui peuvent engendrer des conflits de rôle, comme le conflit travail-famille. De l'incertitude aussi face à l'école et à la garde des enfants. Donc, on ne sait jamais si les milieux scolaires ou de garde vont être ouverts. Et peu d'espace de solitude. Par contre, certaines études révèlent qu'il y aurait une augmentation dans certains cas de la cohésion ou encore de l'implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants. Depuis le début de la pandémie, on parle d'une transformation qui est radicale de l'organisation du travail. Donc, en l'espace de quelques jours, le taux de télétravail au Québec est passé de 15% à 48% à temps plein et 7% à temps partiel en mai 2020. Donc, c'est des données qui sont tirées de l'article de Tremblay et Mathieu. Chez plusieurs parents, ce qui va être ressenti, c'est un déséquilibre de la balance de la parentalité. Donc, d'une part, on constate une augmentation des sources de stress, un cumul de responsabilités familiales, professionnelles, est lié à l'enseignement à distance des enfants, des pertes d'emploi, des changements d'emploi ou une diminution des revenus.
Une hausse des tâches domestiques est liée aux soins et à l'éducation des enfants. Des inquiétudes qui peuvent être associées au virus lui-même, mais qui peuvent être plus larges et concerner, par exemple, des inquiétudes liées aux enfants, à leur scolarité, à leur socialisation. Des deuils aussi qui peuvent être complexifiés en contexte de pandémie. Et tout ça dans un contexte où on reçoit comme parents des prescriptions de spécialistes qui sont à la fois nombreuses et contradictoires dans certains cas. Donc, en parallèle avec l'augmentation des sources de stress, on perçoit aussi une diminution des ressources. Ça a été particulièrement le cas pendant la période de confinement. Donc, on peut moins compter sur l'aide de l'école ou des milieux de garde. Les jeunes font beaucoup moins ou plus du tout d'activités extra ou parascolaires. Le soutien des grands-parents ou de membres significatifs dans l'entourage, le voisinage par exemple, va être moins important. On peut recevoir moins d'aide domestique, que ce soit par exemple par le biais d'une femme de ménage ou une compagnie d'entretien. Et les temps libres, les loisirs et les activités sociales sont moins nombreuses pour se ressourcer. Donc, ça va engendrer différents impacts qui peuvent être négatifs sur le rôle parental. Donc, on parle de stress et d'anxiété chez les parents, d'une pression qui peut être liée au rôle parental et qui peut être amplifiée dans le contexte de la pandémie. Chez certains parents, ça peut susciter de la culpabilité et du remords. Donc, le fait, par exemple, d'avoir à concilier différents rôles, on peut avoir l'impression de faire un peu toutes nos tâches à moitié, pas comme on le souhaiterait. Chez certains parents, ça va engendrer des symptômes dépressifs, une augmentation de la charge mentale et même, dans certains cas, de l'épuisement parental. Dans certains cas, encore une fois, les parents peuvent adopter des pratiques parentales qui vont être coercitives, comme crier ou utiliser la punition corporelle avec leurs enfants. Donc, il peut y avoir une diminution aussi de la patience. Et on peut voir dans certaines situations une augmentation de la maltraitance. À l'échelle mondiale, on sait aussi un certain nombre de choses sur la conciliation travail-famille. Donc, il y a quelques articles qui ont été publiés et qui démontrent que les effets de la pandémie sur l'activité économique et la participation aux tâches de soins vont varier, notamment en fonction du sexe et aussi en fonction de la classe sociale. Donc, la pandémie, elle vient exacerber des inégalités entre les familles. Ça peut être des inégalités financières, sociales ou encore liées à des situations de handicap. Donc, certaines inégalités révélées et exacerbées, on sait que la détérioration de la santé mentale est plus importante chez les parents qui travaillent et plus importante encore chez certains types de parents pour qui la conciliation travail-famille peut être complexifiée. Donc, c'est le cas des mères, des ménages à faible revenu ou qui vont vivre une insécurité financière qui peut être liée, par exemple, à de l'endettement. Le fait d'avoir un nombre élevé d'enfants, d'avoir des enfants qui sont plus jeunes, donc moins de 5 ans, ou qui présentent des besoins particuliers, donc par exemple des incapacités physiques ou mentales. Des parents plus jeunes, des parents qui vont consacrer 20 heures ou plus par semaine à la garde des enfants ou à l'enseignement à domicile. Des parents qui vont vivre moins de soutien social ou encore qui vont être célibataires, donc qui ne pourront pas compter sur le soutien d'un conjoint. On dit également que la pandémie, c'est un cumul d'événements stressants. Donc oui, bien sûr, il y a le stress, les craintes et les sentiments négatifs qui viennent de la situation pandémique en elle-même. Mais à cela s'ajoutent des stresseurs secondaires qui vont être associés à des pertes liées aux conditions de vie ou au soutien social. Donc, ça fait en sorte que le cumul de stresseurs, ça peut nuire à l'adaptation par la suite. Donc, il va y avoir des menaces et des pertes subséquentes. Et ces pertes subséquentes-là peuvent être plus difficilement vécues par les parents. Donc, par exemple, c'est le cas lorsqu'il y a de nouvelles mesures sociales ou sanitaires, de nouveaux variants. Et on sait qu'on est dans un contexte où il y a de plus en plus de catastrophes. Donc, chez certains jeunes ou certaines familles, il peut y avoir un cumul de catastrophes qui peuvent être vécues, en plus de la pandémie.
Et finalement, au niveau de l'avenir, ça dépend beaucoup de la capacité des familles à renouveler leurs ressources. Parce que dans certains cas, il peut y avoir un épuisement graduel qui va se créer, qui va faire en sorte que les gens vont être de moins en moins à même, notamment là, de concilier vie familiale et vie professionnelle. Mais dans d'autres cas, on va vivre de la résilience et ça va être vécu plus positivement. Il y a une étude menée par Statistique Canada qui a été publiée en juillet 2020 qui est venue documenter les principales préoccupations des parents d'enfants de 0 à 14 ans pendant la pandémie. Donc, ce qui était identifié, c'était à 71 les occasions de socialiser, à 64 le temps passé devant un écran, 46 la santé mentale de façon générale et finalement 40 le parcours et la réussite scolaire de l'enfant. Mais l'élément qui engendrait le plus de crainte et de stress chez les parents, c'était la conciliation des soins aux enfants, de l'enseignement et du travail, donc à 74 Qu'en est-il de la conciliation travail-famille au Québec pendant la pandémie? Donc, il y a une étude qui révèle que 20 des parents considèrent que c'est très facile, 42 plutôt facile, alors que 28 considèrent que cette conciliation-là, elle est difficile. Donc ça, c'est les résultats de l'étude de Tremblay et Mathieu qui nous disent ça à la suite d'une enquête en ligne qui a été réalisée auprès de plus de 3000 travailleurs québécois qui étaient également parents ou proches aidants au mois de mai 2020. Chez ces répondants-là, on disait aussi que 60 d'entre eux considéraient que leur productivité avait été affectée négativement pendant la période du confinement. Plus spécifiquement, l'étude de Tremblay et Mathieu s'est intéressée aux différences selon le sexe. Et donc, l'étude révèle que chez les femmes, il y a 15 qui considèrent la conciliation travail-famille très facile, près de 40 plutôt facile, alors que près de 32 considèrent que c'est plutôt difficile ou encore 13 très difficile. Chez les hommes, on parle d'une conciliation travail-famille très facile pour 19 plutôt facile pour 47 plutôt difficile pour près de 26 et très difficile pour 7 des hommes. Donc, on voit globalement que les femmes, bien qu'elles soient satisfaites de la conciliation travail-famille, elles sont quand même plus nombreuses à trouver que c'est plutôt difficile ou très difficile comparativement aux hommes. Donc, nous allons vous présenter des données préliminaires qui ne sont pas encore publiées de notre étude qui était liée aux communautés universitaires là, dans le réseau de l'Université du Québec, donc tant les employés que les étudiants. Donc, dans le cadre de cette étude-là, en fait, qui est une étude longitudinale, on va s'intéresser aujourd'hui plus spécifiquement aux données obtenues lors du temps 1, la collecte de données s'est déroulée à ce moment-là du 24 avril au 5 juin. Et parmi les 2754 répondants, il y avait 216 employés, également parents d'un enfant âgé de 11 ans et moins, qui vivaient plus de 40 du temps avec eux. Dans le cadre de cette enquête-là, on a repris les questions associées au conflit travail-famille. Et donc, on a pu regarder, là, dans le contexte de la pandémie, à quoi ça ressemblait là, pour les parents répondants. Si on compare avec les données que je vous ai présentées de 2015, évidemment, ce n'était pas la même population, mais on peut voir qu'il y a une différence, c'est-à-dire que nos taux sont plus élevés. Les parents dans notre étude ont l'impression qu'ils doivent courir toute la journée pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est souvent ou toujours le cas là, pour un pourcentage important d'entre eux. L'impression de ne pas avoir suffisamment de temps à consacrer à leurs enfants est aussi plus importante. L'impression d'être physiquement épuisé quand l'heure du souper arrive, de même que l'impression que les exigences de leur travail se répercutent sur leur vie familiale.
Donc, ils sont plus nombreux à avoir répondu souvent ou toujours sur cette question-là. Et pour l'énoncé numéro 2, donc l'impression d'avoir suffisamment de temps pour eux, les répondants ont été plus nombreux à dire que c'était jamais ou rarement le cas. Donc, dans notre étude, on a regardé aussi le niveau de conflit travail-famille. Donc, on voit comparativement là, à ce qu'on regardait tout à l'heure au niveau des données 2015, donc avant la pandémie, qu'ici, on a un nombre là, plus important de parents qui vivent un conflit qui va être élevé, comparativement à tout à l'heure où on en avait 1 sur 5. Donc, on s'est intéressé à regarder quels sont les facteurs associés au niveau de conflit travail-famille chez nos répondants. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 5 facteurs principaux suite aux analyses. Donc, je vais vous les partager dans l'ordre. D'abord, le niveau de pression. Donc, les parents qui se mettent un niveau de pression élevé par rapport à leur rôle parental ont un niveau de conflit travail-famille plus élevé que les autres. Au niveau du partage des tâches liées aux soins et à l'éducation des enfants, lorsque les parents sont plus insatisfaits du partage des tâches, ils vivent également un niveau de conflit plus élevé. La catégorie d'emploi vient aussi jouer un rôle, c'est-à-dire que les parents qui occupent un poste de professeur vivent un niveau de conflit plus élevé comparativement aux parents qui se retrouvent dans les autres catégories, que ce soit chargé de cours, professionnel de recherche ou cadre ou personnel de soutien. Au niveau du rendement au travail, plus les répondants perçoivent une diminution de leur rendement au travail, plus ils vivent un niveau de conflit travail-famille élevé. Et finalement, l'âge des enfants. Donc, plus la personne a un nombre élevé d'enfants âgés de 5 à 11 ans, plus elle vit également un conflit travail-famille élevé. Donc, à partir de ces données-là, on peut tirer quelques constats généraux ou formuler des hypothèses. D'abord, le niveau de conflit dans notre étude est quand même relativement élevé si on compare aux données québécoises qu'on avait avant la pandémie ou comparativement à d'autres études là, qui ont été menées en contexte de pandémie. Ça peut être lié notamment aux caractéristiques de la population étudiée. Donc, on est en milieu universitaire, on a plusieurs répondants qui se retrouvent dans des catégories d'emploi comme professeurs, chargés de cours ou professionnels, donc des gens qui ont une scolarité plus élevée et qui occupent des postes où le niveau de conflit travail-famille peut être plus élevé, là, comme le démontrent d'autres études antérieures sur la question. On a aussi une population qui a été massivement en télétravail, donc plus de 90% de nos répondants ont fait du télétravail pendant la pandémie. Donc, ce qui peut expliquer aussi la difficulté à concilier là, à la fois la vie familiale et la vie professionnelle. Il y a une absence aussi de différence entre les hommes et les femmes qui peut être surprenante à première vue. Donc, on peut penser que d'autres variables là, vont entrer en jeu et elles sont plus déterminantes que la différence homme-femme, par exemple le partage des tâches ou encore l'âge des enfants. On peut expliquer aussi cette absence de différence dans l'impact positif du congé de paternité au Québec, donc qui a peut-être influencé un plus grand nombre de pères à prendre ce congé-là et à s'impliquer davantage dans la vie de leurs enfants. À l'inverse, on pourrait croire aussi que c'est peut-être une plus grande tolérance des mères et le fait qu'elles relâchent leurs attentes par rapport à la conciliation travail-famille, étant donné qu'elles sont souvent soumises à un niveau de conflit élevé. On pourrait croire aussi qu'il y a peut-être de l'ouverture ou davantage de compréhension de l'employeur et des collègues, notamment pour que le père s'investisse dans son rôle. Donc, ça pourrait expliquer l'absence de différence entre les hommes et les femmes. L'âge des enfants, on a vu en fait que c'est des enfants d'âge scolaire. Le fait d'en avoir un nombre
plus élevés, là, âgés de 5 à 11 ans. Ça peut faire en sorte de complexifier la conciliation travail-famille. En fait, dans les études antérieures qui ont été menées hors contexte pandémie, souvent on cible davantage les enfants de 0 à 5 ans. Donc ici, c'est probablement tout le volet de l'enseignement à distance qui s'est ajouté à la conciliation travail-famille qui peut permettre d'expliquer ce résultat-là. Donc, quelques pistes en conclusion pour favoriser la conciliation travail-famille. Donc, d'abord, c'est important de prendre conscience qu'il s'agit d'une responsabilité qui est collective, donc qui ne repose pas uniquement sur le dos des individus et des parents pris individuellement. Donc, c'est important qu'il y ait un soutien pour les familles. Donc, ce soutien-là, il est déjà présent. Donc, c'est important que ce soutien-là se maintienne dans le temps et de considérer les inégalités en présence aussi dans le soutien qui est dispensé. Donc, on a vu que certaines études démontrent, par exemple, que le fait d'avoir un enfant qui vit certaines incapacités, ça peut amplifier le fardeau vécu par certaines familles. Donc, il y a différentes inégalités qui devraient être considérées, notamment aussi au niveau socio-économique. Donc, adapté au contexte, aux différents contextes aussi. Donc, les parents n'ont pas tous vécu la même chose dans le contexte de la pandémie et ne vivent toujours pas la même chose. Donc, il y en a qui sont en télétravail, il y en a qui œuvrent dans les services essentiels et qui sont beaucoup plus exposés au virus. Donc, ce sont également des choses à considérer. Et finalement, la compréhension de l'employeur qui joue un rôle important. Donc, dans l'étude de Tremblay, c'est un élément qui ressortait aussi, et qui peut expliquer les pourcentages quand même élevés de satisfaction par rapport à la conciliation travail-famille. Sur le plan plus individuel, comme parent, mais c'est important d'essayer de rééquilibrer la balance de la parentalité. Donc, d'augmenter les ressources dont on dispose. On peut, par exemple, faire participer nos enfants aux tâches domestiques. Donc, ça leur permet de reprendre un peu de contrôle sur ce qui se passe, ce qui est positif en soi, mais aussi de nous dégager. Donc, par exemple, si on a des enfants un peu plus âgés, ils peuvent prendre soin de leur fratrie plus jeune, faire de l'aide aux devoirs, par exemple. C'est important de préserver les liens sociaux, évidemment, dans le respect des consignes sanitaires. Donc, ça peut être de façon virtuelle ou numérique, mais c'est important de préserver ces liens-là. De réserver des périodes pour le couple et les loisirs personnels. Donc, de dédier des périodes vraiment pour le couple et pour prendre soin de soi là, personnellement et de son bien-être. Et ne pas hésiter, évidemment, à demander de l'aide aux besoins. Pour diminuer les stresseurs, moi, je vous dirais d'abord et avant tout de respecter votre style parental. Donc, vous êtes l'expert de votre enfant. C'est vous qui le connaissez le mieux et c'est vous qui êtes en mesure de mieux déterminer, dans le fond, la façon dont vous souhaitez concilier votre rôle parental et les exigences de votre vie professionnelle. L'importance d'éviter de se comparer aux autres parents, donc ça fait augmenter le niveau de pression alors que c'est pas utile et on a vu que un niveau de pression élevé en lien avec le rôle parental, mais c'est associé à un niveau de conflit travail-famille également élevé. Préserver les rituels familiaux pour garder une bonne dynamique familiale. Miser sur la qualité plutôt que la quantité de temps qui va être dédié à nos enfants. Donc, c'est un élément aussi important. Parfois, quand on essaie de tout faire en même temps, bien, on fait tout, mais avec une qualité qui est moindre que si on se dédie des périodes de temps à la fois pour notre vie familiale, mais aussi pour notre vie professionnelle. Faire preuve de souplesse et d'indulgence, par exemple, au niveau des écrans, ça peut être un exemple. Donc, en ce moment, c'est sûr que les jeunes ont besoin beaucoup de leur écran pour faire différentes choses, que ce soit leurs tâches scolaires ou pour être en contact avec leurs amis ou leurs grands-parents vieillissants. Et communiquer de façon honnête et adaptée, que ce soit à nos enfants en lien avec la propagation du virus, mais aussi avec nos employeurs, donc de bien nommer nos besoins et les mesures qui sont susceptibles d'être positives pour nous en lien avec notre réalité.
Donc, ça fait le tour de mes présentations. Je vous remercie et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez toujours me joindre à l'adresse courriel indiquée. Merci et au revoir.